Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat deuxième partie, toujours en compagnie de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, et Elisabeth Morgan-Jaffeux, gérante de portefeuille chez Ports en Parc. On repart sur vous, on parlait à l'instant effectivement du pétrole, ce pétrole qui n'en finit pas de baisser. On a une stabilisation autour des $30 aujourd'hui. On a l'impression que effectivement c'est la politique qui rentre en jeu en ce moment. Le prix est plus politique qu'économique, hein. C'est un problème d'équilibre de l'offre et de la demande, mais le jeu politique de l'Arabie Saoudite et des autres pays producteurs joue beaucoup, et puis les interventions avec le pétrole de schiste qui doit aussi disparaître pour certains pays en fait. Oui, on rappelle le bras de fer entre Riyad et Washington, c'était évidemment de faire baisser ce prix du pétrole, enfin, indirectement, pour tuer finalement l'industrie du gaz de schiste, qui est en train d'en pâtir évidemment. Ils perdraient 2 milliards de dollars, les producteurs de gaz de schiste, 2 milliards de dollars par semaine en ce moment. À ce compte-là, on sent qu'ils ne vont pas quand même durer longtemps. Est-ce que le bras de fer peut encore durer selon vous? Qui aura les capacités de durer le plus longtemps? Bon, l'Arabie pense pouvoir gagner la partie. C'est sûr que les puits de pétrole qui sont ouverts aux États-Unis maintenant, ils sont en exploitation, mais ils vont peut-être plus forer de nouveaux puits. C'est là, et après les difficultés qu'il peut y avoir sur la dette pour ce secteur d'activité. Mais bon, l'Arabie a les moyens d'aller encore un peu plus loin. Ouais, c'est ce qui inquiète aujourd'hui Frédéric Rollin, puisqu'on sait très bien que si cette industrie du gaz de schiste va moins bien, c'est elle aussi qui a tiré les États-Unis ces dernières années, ça a créé des millions d'emplois. Est-ce qu'à contrario, si ça s'éteint ou si ça diminue, ça ne va pas accélérer, peut-être pas une récession, mais en tout cas une baisse de la croissance aux États-Unis? Nous, on considère que la baisse des investissements sur le pétrole de schiste, ça a coûté à peu près l'année dernière à peu près un demi-point de croissance. Les investissements sur le pétrole et le gaz de schiste, ça représente aujourd'hui un peu moins que 1% du PIB américain. Et en termes d'emploi, on est revenu sur des niveaux d'emploi d'années précédentes. Et la plupart des spécialistes vont considérer qu'il y a peut-être encore entre 100 et 200 000 emplois à perdre, ou peut-être un peu plus, parce que si le pétrole continue de baisser, mais ce ne sont pas aujourd'hui des montants qui sont suffisants pour nous pour effectivement engager l'économie américaine en récession. Le lien, en fait, il est plus par les marchés financiers. C'est peut-être plus qu'on peut craindre, c'est un problème financier plus qu'un problème économique, avec ces investisseurs sur le high yield qui vendent les obligations à yield parce que dans les indices, il y a beaucoup effectivement de ce secteur-là et qui du coup vont renchérir le coût d'emprunt d'une grosse partie de l'économie américaine. Exactement, tout ce marché du haut rendement obligataire qui aujourd'hui, il y a même des fonds qui ont fermé. Il y a quand même des fonds qui ont fermé. Alors en général, c'est des fonds qui étaient un petit peu des fonds cow-boys quand même. C'était des fonds un peu, c'est des gens très optimistes qui ont, Dans l'ensemble quand même, vous comptez à peu près autour de 15% du marché à yield qui est sur le pétrole de schiste. Donc c'est pas en soi quelque chose de véritablement négatif, mais aujourd'hui on est quand même sur 700 points de base de spread, donc c'est l'équivalent d'une récession aux États-Unis. Enfin l'équivalent. En général, quand on est monté à 700 points de base de spread, 7%, on a eu une récession. Ça veut dire que sur le secteur, en tout cas de l'énergie, on est en récession, on serait en récession. Ah oui, sur le secteur de l'énergie, là on peut dire qu'on est carrément en récession, mais sur le hors énergie, on n'est pas en récession. Quoique tout ce qui est bon. Est-ce que vous craignez pas justement, excusez-moi de vous couper, mais qu'il n'y ait pas une contagion justement? On sait qu'on avait démarré dans un ordre d'échelle un peu différent. Sur les subprimes, c'était le compartiment un peu pourri, junk de la cote, et puis ça s'était propagé au reste des obligations. Est-ce que là, avec les junk bonds, même si c'est sur de l'énergie, ça ne peut pas se propager parce qu'il y a des rachats, il y a des appels de marge, et du coup on est obligé de vendre un peu les bijoux de famille, les choses les plus solides? On ne le pense pas, et la raison pour laquelle on ne pense pas, c'est que vous avez quand même 70% du PIB américain qui va bien. C'est-à-dire que c'est la consommation américaine, c'est le ménage américain. C'est-à-dire qu'en 2008, c'est quand même 70% du PIB américain, le consommateur américain, qui se retrouve sous l'eau, qui est en difficulté. Voilà. Là, c'est l'investissement, c'est 1%. Voilà. Donc quand même, alors après, il peut y avoir des effets de diffusion, etc. Mais enfin, ils ne sont pas énormes. Voilà, vous avez quand même 70% du PIB qui va aller mieux parce qu'il y a une baisse des prix à la pompe. Donc non, on pense qu'effectivement, les fondamentaux vont l'emporter et que c'est une crise temporaire. Et pour compléter, juste, l'économie américaine est de moins en moins industrielle et de plus en plus des services. Donc ça n'est qu'une partie de l'industrie
voilà. Donc les marchés sont bousculés, mais les fondamentaux aujourd'hui n'ont pas été renversés. Alors maintenant, si le consommateur américain finalement prend ombrage de tout ça, ne consomme plus, là on se sera trompé. Du coup, les prochains chiffres à surveiller, ça sera quoi sur les... La confiance des consommateurs la semaine prochaine. Là, il faut la regarder. Jusqu'à là, elle est bien orientée. Si on voit qu'effectivement, elle tourne, elle commence à tourner vinaigre, à ce moment-là, il faudra se reposer des questions. En tout cas, vous avez raison sur tout ce qui est pétrole. On voit que les Américains reconsomment, vous savez, ces monster trucks, les super 4x4. Ils profitent également de la baisse du pétrole, du gallon là-bas, qui est repassé, moi, je pense, largement des $2. Un petit mot des émergents, c'était l'édito de ce matin. Faut-il revenir, faut-il se repositionner sur les émergents? Peut-être que le retour des émergents est imminent après 5 ans de souffrance. Les capitaux ont fui massivement les zones. Alors c'est les fameux BRIC, mais pas que, Brésil, Russie, Inde et Chine. L'ensemble des pays émergents ont été touchés, pour les raisons qu'on sait évidemment, surtout les pays producteurs de matières premières. Frédéric, vous êtes un petit peu contrariant, vous dites que c'est peut-être le moment, avec la première remontée des taux de la Fed, de revenir sur les émergents. Alors, nous sommes contrariants, je ne vous cache pas que nous sommes un peu contrariés aussi, c'est-à-dire qu'on a commencé à revenir sur les émergents à la fin de l'année, donc le début de l'année est un peu contrariant effectivement. Néanmoins, nous on reste sur effectivement sur nos positions. On a un consommateur américain qui est là, on commence à voir en Asie des statistiques qui sont un petit peu meilleures, notamment dans les pays producteurs de biens manufacturés. On a une Chine qui est en train de relancer sa politique monétaire et sa politique budgétaire, donc sur lesquelles probablement on va avoir des statistiques qui vont être un peu meilleures dans les mois qui viennent, et on a donc finalement des fondamentaux, les fondamentaux les plus importants en termes de croissance qui vont soit tenir, soit s'améliorer, et des marchés qui sont extrêmement pessimistes aujourd'hui. Une stabilisation serait largement suffisante pour justifier un achat sur les marchés émergents. Des valorisations qui sont au plancher, nous on estime que le dollar est surévalué à peu près de 25% par rapport aux devises émergentes. 25%, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Et donc, je dirais, d'un point de vue fondamental, positionnement de marché, on a aujourd'hui toutes les raisons d'investir sur les marchés émergents. Alors, soit, effectivement, on joue le rebond et on achète l'Amérique latine, parce que même si c'est là où ça va le moins bien, si les marchés rebondissent, évidemment, c'est là que ça rebondira le plus rapidement. Soit d'être un peu plus fondamentaux et se dire, voilà, je vais devoir peut-être acheter des actions en Asie. Et d'ailleurs, les indices actions émergents sont 70% asiatiques. Et puis jouer l'amélioration progressive des fondamentaux tirés par à la fois des devises sous-évaluées et un consommateur américain qui tient le choc, puis s'intéresser un petit peu plus tard, peut-être pas attraper le couteau qui tombe, du côté de l'Amérique latine, qui pour le coup en termes de fondamentaux va falloir attendre un petit peu avant que ça s'améliore. Ça c'est compliqué. Voilà un call en tout cas alternatif, les émergents. C'est un petit peu moins chez nous. C'est un petit peu tôt. Voilà. Moi, je regarderais peut-être l'Inde, parce que c'est peut-être là un pays où la croissance est là, c'est sûr. Mais c'est un petit peu tôt pour nous. On est plutôt centré sur la zone euro, plus que l'Europe même. L'Inde, le Mexique, la Corée, Taïwan, Thaïlande, les Philippines, la Tchéquie aussi en Europe de l'Est peuvent sembler mieux orientés. Allez, on va rester justement sur l'Europe et avec vous, Elisabeth Morgan-Jaffeux, on va considérer que maintenant quels sont les secteurs, vos secteurs privilégiés dans cette zone euro, parce que là aussi, s'il y a rebond, on va quand même en profiter. C'est là où les fondamentaux, en tout cas, sont les meilleurs. Vous nous dites depuis une demi-heure. Quels sont les secteurs que vous préférez? La consommation domestique, tout ce qui peut être lié à l'activité interne de la zone. Les indicateurs de confiance des consommateurs, comme aux États-Unis, sont bien orientés et solides et se confortent régulièrement. Donc on est dans une période de progression. Donc voilà, ça reste des sociétés qui ont une activité peut-être plus, ce qu'on appelle domestique, mais c'est pas juste la France, c'est la zone euro. La domesticité, c'est la devise. Et également, on a vu un secteur défensif traditionnellement, la pharmacie, qui est en train de muter puisqu'il y a de plus en plus de biotech qui intègrent. Voilà. Mais sur la pharmacie, ce qu'on a, c'est des laboratoires des grosses sociétés qui ont fait leurs preuves, qui sont là depuis très longtemps, et puis quelques biotechnologies qui ont une dynamique et une croissance des résultats bien supérieurs. Voilà. Les premières apportent peut-être plutôt du rendement, et les deuxièmes de la croissance de résultats. Donc dans ce secteur-là, on peut panacher un petit peu les deux. Au niveau géographie, des pays, Europe du Sud, on voit que c'est compliqué en Allemagne, en tout cas là ils sont touchés de plein fouet par le ralentissement chinois ou les anticipations.
Oui, parce que c'est pas une... Pour moi, la Chine croît un peu moins vite, mais elle est en forte croissance quand même. Mais justement, un petit peu la zone cœur de l'Europe, sans oublier quand même l'Allemagne, parce que l'industrie tourne quand même bien en Allemagne, et les périphériques, que ce soit l'Espagne ou l'Italie. En Italie, toutes les mesures, les restructurations portent leurs fruits progressivement, donc je pense que l'industrie italienne va pouvoir émerger et rebondir, surtout rebondir. Et en Espagne, c'est pareil, il y a des améliorations qui arrivent au fil de l'eau. Donc on est un petit peu sur l'Europe du Sud. Sur l'Europe du Sud, justement, on a eu des interrogations récemment sur l'Italie, les banques, avec ses créances douteuses. Mario Draghi, une fois de plus, a rassuré, ou du moins il a dit que ça mettait du temps, effectivement, pour bien analyser tout ça. En tout cas, ça a jeté un froid sur ces banques italiennes et par contagion les banques françaises. Voilà, ça a entraîné tout le monde. Est-ce qu'on s'inquiète là aussi un petit peu pour rien? L'autre aspect des banques italiennes, c'est de se dire qu'elles sont sur leur économie domestique, et si l'économie s'améliore, si l'activité redémarre sur le pays, elles en auront aussi les fruits. Donc peut-être qu'elles auront des difficultés. Toutes les banques européennes ont été obligées de s'aligner sur une nouvelle réglementation qui est très draconienne. Elles ont fait beaucoup de progrès là-dessus, ce qui était peut-être pas très douteux avant peut le devenir justement puisque la réglementation a changé. Mais surtout, je pense qu'il y a quand même une dynamique et les banques sont quand même au cœur de l'économie. D'accord, donc on reste sur ces bancaires malgré trop d'air. Frédéric, l'Europe, ça reste un call, un fort quand même chez Pictet, le principal. Quelle zone géographique ou quel secteur en Europe privilégié? Alors, d'une façon générale, on a tendance à raisonner plus par thème en fait que par secteur ou par pays. Nous, on aime toujours le thème de la sécurité, avec des besoins de sécurité qui continuent de croître. Donc pour des raisons notamment informatiques, d'objets connectés, de besoins de plus en plus d'antivirus, une urbanisation qui continue quand même à travers le monde, et en Chine notamment, il continue de se construire une ville de 700 000 habitants à peu près par mois. Donc là, pour ça, il faut des accès aux immeubles, il faut les sécuriser, des aéroports, des gares, et puis une réglementation qui ne cesse d'augmenter. On veut savoir exactement, tracer exactement ce qu'on a dans notre assiette pour éviter de se retrouver effectivement par exemple avec de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, et donc des sociétés qui font du traçage ADN et de la reconnaissance biologique qui ont des fortes croissances. On les trouve en Europe aussi, dans tous ces secteurs-là. Ça, ce sont des sociétés, nous, sur lesquelles on aime bien investir. Donc plutôt des thématiques de long terme. Donc effectivement, on est plutôt sur les indices de façon globale pour des raisons macroéconomiques. Puis après, nos choix vont plus s'orienter vers des thématiques spécifiques, en fait, qui sont à ce moment-là plus des thématiques de long terme, comme la sécurité. La sécurité, le vieillissement de la population. Alors le vieillissement de la population va nous indiquer des secteurs comme ceux des biotechnologies, de la santé. Et puis pour l'eau, c'est aujourd'hui effectivement le fait qu'on en consomme de plus en plus, qu'il n'y en a pas plus sur Terre, et il y en a même de moins en moins qui soient disponibles aujourd'hui, et que les investissements ne sont pas faits. Clairement, on est très en retard sur les investissements, et chaque année on prend un peu plus de retard pour pouvoir fournir de l'eau potable aux populations et aux industries. Donc il y a un écart qui s'accroît, et ces entreprises qui vont être capables de combler cet écart-là auront une croissance probablement assez importante dans les années qui viennent. Voilà, c'est thématique en tout cas. On y reviendra dans un prochain cycle d'émissions sur Direct Gestion. Merci en tout cas à nos deux invités pour cet optimisme ce matin, on va dire ça comme ça. Elisabeth Morgan-Jeffe, merci beaucoup, gérante de portefeuille chez Ports&Parc. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM. Cette édition de Direct Gestion est terminée, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi 9h30 pour un nouveau débat pour leur place aux investisseurs et au marché avec Direct Investisseur dans un instant. À tout de suite.